Le premier jour de mai, consacré depuis la fin du 19e siècle à la fête du travail, est aussi depuis l'Antiquité un jour fleuri par excellence. À Paris en particulier, la tradition du muguet est demeurée très vivante. Les petites clochettes porte-bonheur ont fleuri à chaque carrefour et une nouvelle fois la ville s'est transformée en capitale parfumée, grouillante de bouquets blancs. Au palais de l'Élysée également, la coutume a été respectée. La reine et les forts des Halles y ont apporté, comme ils le font chaque année, une corbeille de fruits décorée de brins de muguet. La première dame de France et le général de Gaulle à qui était dédié ce cadeau embaumé se sont prêtés avec bonhomie à cette petite cérémonie, aussi charmante que peu protocolaire. L'entrée en fonction d'un nouvel archevêque à Notre-Dame de Paris, l'une des premières cathédrales gothiques et l'une des plus importantes églises métropolitaines de France, est toujours un événement. Et lorsque le portail central, celui du jugement dernier, s'ouvrit devant Monseigneur Marty, la foule se pressait sur le parvis. Selon la tradition, le nouvel archevêque de Paris était accueilli à la porte de sa cathédrale par la communauté de son diocèse, prélude à la cérémonie d'intronisation proprement dite, qui allait ensuite se dérouler sous les hautes voûtes séculaires. Quelques instants plus tard, portant la mitre et la crosse, le successeur de Monseigneur Veuillot gagnait le chœur en procession. Monseigneur Marty est le 136e archevêque de Paris. Paris dont il dit « On a toujours, même quand on s'y installe pour la première fois, l'impression de le connaître ». Sur les tables de gala, les couverts d'argent qui furent le raffinement de la Renaissance n'ont pas disparu. Leur production s'est même développée. Simplement, un nouveau matériau de base, moins coûteux, est apparu, le maillechort, et l'ancien artisanat s'est mécanisé. Aujourd'hui, les fourchettes, cette conquête du XVe siècle, naissent à la chair. Mais, hormis l'utilisation du recuit à haute fréquence, les opérations successives restent les mêmes qu'autrefois. Chaque fourchette, pour devenir elle-même, nécessite une trentaine d'interventions différentes. En France, la tradition des maîtres orfèvres remonte loin dans le passé. Et il est significatif que le petit ballet auquel nous assistons ait lieu dans la cité même où le célèbre orfèvre Éloi, ministre du roi Dagobert, avait son atelier. C'est là en effet qu'est installée la chaîne de fabrication d'une des plus importantes fabriques françaises de couverts en argent. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'argent massif n'est utilisé qu'à l'occasion de commandes particulières. Le façonnage complet de la pièce est habituellement effectué sur le maillechort. Ce n'est qu'au bout de la chaîne que le vil métal prend ses microns de noblesse conférés par l'argenture. L'argenture qui consiste à faire déposer par électrolyse une couche d'argent sur la pièce. Il ne reste plus qu'à procéder au polissage final et les couverts sont prêts à rejoindre leur écrin. C'est ainsi qu'héritiers d'une longue tradition, les maîtres orfèvres continuent en France à maintenir vivante une production qui contribue à l'éclat des tables raffinées. La paisible agglomération de Châtillon-sous-Bagneux dans la région parisienne a mérité pour un mois le titre de Châtillon des Arts. Comme sous l'effet d'un coup de baguette magique, la petite banlieue a vu surgir les œuvres d'artistes contemporains, même les plus surprenants. Claude Viseux, l'auteur, était venu sur place donner des explications sur ces sculptures qu'il réalise généralement dans les ateliers de fonderie et les usines et qui ont pour composants des matériaux hétéroclites
souvent récupérés à la casse. Avec les œuvres de Viseux, Châtillon a découvert les fresques du peintre Hernandez. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, Paris n'est plus totalement la capitale des arts en France. Ceux-ci ont pris l'habitude d'émigrer vers la province en passant par la banlieue. C'est là un mouvement nouveau qui permet aux toiles de Miro, par exemple, également présentées à Châtillon, d'être directement accessibles à tous ceux qui peuvent y être sensibles. La décentralisation artistique et culturelle amorcée aux quatre coins du pays par le développement des maisons de culture porte aujourd'hui ses premiers fruits. Les créateurs ont perdu l'habitude de travailler pour un petit cercle d'amateurs parisiens. Leurs œuvres sont assurées de pouvoir aller désormais à la conquête du grand public. À Royan, la dernière guerre a été plus longue que dans le reste de la France. Au printemps 1945, on s'y battait encore. L'ennemi avait fait de la ville une poche isolée. Elle sortit détruite des combats qu'il fallut livrer pour la reprendre. On aurait pu se borner à reconstruire purement et simplement. On fit mieux, on construisit. L'architecture moderne coula dans le béton l'église Notre-Dame avec sa flèche de 58 mètres et le marché couvert, à voûtes ondulées, deux monuments de réputation mondiale. Et l'esprit novateur, depuis, n'a pas désarmé. Royan, qui a créé un organisme de pointe, le Centre audiovisuel pour l'enseignement des langues, a ouvert en 1964 un festival international d'art contemporain. Le festival en est à sa 5e édition. Et s'il n'avait à l'origine attiré qu'une poignée d'initiés, il est aujourd'hui l'un des 3 du genre qui compte en Europe. Des visiteurs de nombreux pays sont venus au rendez-vous de Royan. Un rendez-vous qui n'est pas précisément celui de la facilité, puisqu'il s'agit essentiellement de musique moderne. Durant 8 jours, Royan a donné l'occasion de se manifester aux principales tendances de cette musique moderne qui choque encore bien des oreilles aujourd'hui, mais ouvre de nouvelles routes à l'art de demain. Olivier Messiaen fait le point. Elle offre un certain nombre de courants, mais on peut tout de même avoir une ligne. Et la loi des contrastes, ça c'est une loi éternelle. Et il faut en avoir, on ne peut pas s'en passer. Mais finalement tout ça se ressemble dans le résultat, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise musique. Il y a celle qui parle et celle qui ne parle pas. Et ça a été de tous les temps. Et du temps de Mozart aussi, il y avait des gens qui faisaient des milieux insipides, et puis Mozart avait du génie. Le pianiste Michel Béroff était en quelque sorte le héros du Festival 68. Il avait été l'année précédente la révélation du difficile concours de piano pour la musique contemporaine, premier concours de ce genre organisé dans le monde. Les percussions de Strasbourg sont les habituées du festival. Elles sont devenues l'instrument indispensable des artisans de la musique nouvelle.
Surpris à une répétition, Didier Denis, le benjamin des compositeurs présents. Il est encore l'élève d'Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris. Il a 21 ans, il a dirigé la création de sa dernière œuvre, Sagesse, force, beauté, l'amour. Et puis l'Allemand Karl-Heinz Stockhausen, un de ceux qui dominent la création moderne depuis 15 ans. Sur scène, Vinko Globokar interprète. Au pupitre de mixage, Stockhausen improvise le mélange des bandes sonores. Bon, jusqu'ici. Ça, c'était la première période de paix, non? Ou la... Oui, première période. C'est juste. Alors, on recommence, s'il vous plaît, monsieur. Ainsi se poursuit chaque année à Royan le défrichement des terres nouvelles de la musique.